Alors, bonjour à tous, chers participants. Au nom des experts Accélère en commerce international de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire Affaires en tandem qui porte aujourd'hui sur les occasions d'affaires entre les entreprises de Lyon et de Montréal. Permettez-moi tout d'abord de remercier nos partenaires, la Ville de Montréal, en association avec la Métropole de Lyon, qui ont rendu cet événement possible. J'aimerais également remercier Développement économique Canada pour les régions du Québec pour leur soutien à l'ensemble de nos activités en commerce international. Également, j'aimerais souligner la présence en ligne de Montréal International ainsi que la délégation générale du Québec à Paris, qui sont des sources d'information et de soutien en fait pour nos entreprises. Je me présente, Céline Châtaignier-Reboul, et je suis commissaire à l'international à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. J'aurai le plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire. Un petit rappel en fait sur cette initiative Affaires en tandem. Elle vise à promouvoir les échanges commerciaux intermétropoles au travers de webinaires ainsi que de rencontres d'affaires B2B. Pour cette première édition Montréal-Lyon, nous avons la chance en fait de tenir cet événement en marge du sommet des entretiens Jacques Cartier 2020, lors duquel nous avons en fait un kiosque virtuel, un stand virtuel. Donc n'hésitez pas à venir le visiter, à venir nous rencontrer et à découvrir nos services. Concernant le déroulement de cet événement, en fait, il se déroulera en 2 temps. Dans un premier temps, en fait, nous aborderons la thématique des technologies propres et dans un second temps, nous aborderons en fait la thématique de la santé. Pour chacune de ces thématiques, en fait, nous aurons un représentant montréalais et lyonnais et ce sera suivi d'un témoignage d'une entreprise. Nous aurons également en fait une période de questions-réponses. Donc, si vous souhaitez en fait poser des questions à nos intervenants, je vous inviterai à utiliser la boîte questions et réponses Q&A qui se situe en fait en bas au centre de votre écran. Si jamais vous rencontrez des problèmes techniques, je vous inviterai à ce moment-là à utiliser le chat. Et ce sera en fait mes collègues Anaïs et Dina qui sont à la régie qui se chargeront de régler vos problèmes et que je remercie aujourd'hui pour leur collaboration. Alors sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à nos partenaires. Donc j'invite tout d'abord Madame Véronique Doucet, qui est directrice service du développement économique à la Ville de Montréal, à nous rejoindre. Bonjour Madame Doucet. Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour lancer la série Affaires en tandem, comme Céline le mentionnait. C'est une initiative conjointe avec notre partenaire de la Chambre de commerce du Grand Montréal, donc du Montréal métropolitain, et de surcroît avec la métropole de Lyon, avec laquelle nous avons une relation très diversifiée, très riche au fil des années. D'ailleurs, j'en profite pour saluer mon homologue de Lyon Métropole, Axel, qui est avec nous aujourd'hui, Axel Driel, avec qui j'ai eu plusieurs échanges dans le passé et beaucoup de plaisir d'ailleurs à pouvoir échanger. La métropole, nos métropoles sont très similaires, il y a plusieurs points en commun. D'ailleurs, c'est ce qui amène la richesse à des événements comme ceux-ci aujourd'hui, de pouvoir partager ensemble les similarités qu'on a au niveau de nos métropoles. Donc, Affaires en tandem, ça se vise dans 2 secteurs, donc les technologies propres et la santé. J'en profite également pour saluer cordialement Denis et Franck qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, on vous attend de bonne main, ça, vous faites certain, vous avez les meilleures personnes pour pouvoir travailler avec vous aujourd'hui. Je voudrais aussi faire mention de la présence des collègues de notre agence d'attractivité de Montréal International qui sont avec nous, également les collègues de la délégation générale du Québec à Paris. Alors, juste pour un peu comprendre le déroulement de l'événement d'aujourd'hui, dans le fond, c'est une initiative qui complète une des actions qui a été prévue dans notre plan de relance, la première phase de notre plan de relance économique qui a été déployée en juin dernier. Donc, comme vous le savez, puis comme vous tous, on est pris dans cette pandémie avec une première et maintenant une deuxième vague. Et on considère là, que c'est vraiment important qu'on puisse continuer à avoir des relations entre nos entreprises, que les métropoles puissent mettre à contribution également ces relations ou ces événements comme on connaît aujourd'hui pour justement permettre d'avoir et de poursuivre les relations internationales et le développement et la croissance de nos entreprises.
Alors, on croit vraiment qu'une activité comme celle d'aujourd'hui, c'est une première, mais certainement pas la dernière. Ça crée des opportunités importantes, des rencontres qui sont intéressantes et qui peuvent faire en sorte que les échanges sont facilités et les discussions aussi qui pourraient mener à des ententes ou à des futures relations très intéressantes. Donc, sur ce, je vous souhaite vraiment un bon événement aujourd'hui. On est tout près d'une centaine de personnes à assister aujourd'hui à l'événement et je suis certaine qu'il va en ressortir beaucoup de positifs. Alors, je vous souhaite à tous d'excellents échanges ce matin. Merci à vous tous d'être ici. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant en fait Monsieur Axel Riel, directeur innovation et action économique à la métropole de Lyon, à venir nous dire quelques mots. Bonjour. Bonjour à vous, bon matin à toutes et tous, amis montréalais. Merci à vous pour cette initiative et moi aussi, je t'adresse un clin d'œil très amical, Véronique. Juste quelques mots pour laisser la place aux intervenants entreprises notamment. Quelques mots de contexte aussi pour nous à la métropole de Lyon, puisque nous suivons nos amis montréalais quelques années après 2017 avec un nouvel exécutif aussi écologiste. Alors que nous étions engagés dans une compétition ces dernières années à l'attractivité, ce nouvel exécutif ne conçoit plus le développement économique sous la forme de la compétition. En soi, l'économie n'est plus une finalité, mais devient un véritable outil pour transformer le territoire, pour accélérer notre trajectoire bas carbone et puis pour une meilleure prise en compte du care, de la santé pour toutes et pour tous. De fait, le développement économique devient plus finalement un outil au service d'une cause majeure qui est la résilience de nos territoires. Alors cette opération à faire en tandem, qui va mettre en avant au long de la journée les écosystèmes des technologies propres et celles de la santé, est parfaitement en ligne avec cette nouvelle stratégie, à la fois de coopération entre les territoires, mais aussi évidemment entre les entreprises outre-Atlantique et ici. Dans ce contexte, ces rencontres digitales pour anticiper l'avenir sont aussi, pour le coup, essentielles dans le contexte Covid que nous vivons et je suis vraiment très fier que Lyon et Montréal s'engagent ensemble dans cette démarche. Je vous souhaite un tandem passionnant et un bon WIMER à toutes et tous. Merci beaucoup, Monsieur Riel. J'aimerais donc également mentionner que l'ambassade du Canada est présente avec nous aujourd'hui, donc nous les saluons également. Merci pour leur participation. Alors j'aimerais qu'on rentre donc dans le vif du sujet et qu'on commence par le volet technologie propre. J'ai le plaisir en fait d'accueillir aujourd'hui 3 intervenants, donc Monsieur Denis Leclerc qui est président et chef de la direction chez Ecotech, Madame Céline Gobin qui est directrice du développement chez Accélera, et Monsieur Gaël Plassard, qui est vice-président en charge de la thématique des friches industrielles chez Accélera également. Alors, bonjour à vous 3, bienvenue. Merci, bonjour. 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 Alors, je vous propose en fait, dans un premier temps, de vous présenter vos organisations respectives et puis j'aimerais en fait qu'on rentre ensemble dans le vif du sujet, notamment en fait qu'on parle un peu de la Covid. Qui fait l'actualité depuis les 9 derniers mois. On sait aussi qu'elle va faire l'actualité dans les mois à venir, les gros titres même. Alors, j'aimerais vous entendre en fait sur comment finalement votre industrie traverse cette pandémie. Est-ce qu'il y a en fait au sein du secteur de l'environnement et des technologies propres des sous-secteurs qui s'en sortent peut-être mieux que d'autres? Et puis finalement, quels sont les défis que vous observez aujourd'hui pour vos entreprises et ceux que vous identifiez en fait à l'avenir? Donc, j'aimerais vous entendre sur ces points et j'aimerais commencer par vous donner la parole, Denis. Merci beaucoup. Merci, Céline. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, Denis Leclerc, président d'Ecotech Québec. Ecotech Québec, qu'est-ce que c'est? C'est la grappe, le cluster des technologies propres ou des éco-technologies à Montréal et au Québec. Alors, on regroupe l'ensemble des membres de l'écosystème des technologies propres et on est transversal. Alors, on touche à toutes les filières des technologies propres. La COVID, Céline, tu parlais des prochains mois. Peut-être qu'on devrait parler des prochaines années. Je ne veux pas être oiseau de malheur, mais soyons réalistes. Ça va changer complètement notre vie. Ça a changé déjà notre vie.
Et ça va changer également la vie de plusieurs entrepreneurs, entreprises dans le secteur, notamment dans notre secteur. Pourquoi? Bien, parce que la pandémie a occasionné des impacts, bien sûr, des fois positifs au niveau de l'environnement. On a juste à penser la qualité de l'air, qualité de l'eau, ça a été amélioré parce qu'il n'y avait pas de gens qui travaillaient, des usines ont arrêté de tourner. Bon, ça, c'est un impact, disons, indirect positif. Mais ça a amené aussi à réfléchir davantage sur, oui, l'utilisation du plastique dans le cadre de la pandémie, super important. Alors, comment on le fait pour le recycler? Parlant de recyclage, comment on fait pour réduire les déchets? Les déchets notamment médicaux ou les déchets de protection individuelle. Alors, tous les équipements de protection individuelle, comment on fait ça? Comment on recycle les masques ou les vestes? Et ça, c'était un défi qu'on voit présentement dans l'écosystème. Puis un autre défi qui s'en vient au galop, c'est celui de la qualité de l'air dans les édifices. Les gens, quand ils vont retourner à leur boulot ou retourner dans leur milieu de travail, la première, surtout dans les bureaux, les tours à bureaux, c'est la qualité de l'air, comment on peut s'assurer au niveau de l'aération qu'il n'y a pas de la contamination possible de la COVID pour les gens qui sont installés. Je vous donne juste ces deux éléments-là qui fait qu'il y a un impact sur l'ensemble de l'écosystème. Et bien sûr, en terminant, au niveau des entreprises, ce qu'ils ont vu, c'est au niveau financier, cash is king, comme on dit. Alors, tout leur flux monétaire, très difficile. Pourquoi? Bien, parce qu'ils n'ont pas été capables de compléter leur commande. Deuxièmement, parce que tu n'as pas les pièces pour tes équipements, parce qu'il a fallu aussi sécuriser tes équipes, ton talent. Il ne faut pas perdre cette matière grise-là pour ce qu'on appelle l'économie verte. Et bien sûr, le défi d'exportation, et c'est pour ça que je lève mon chapeau à cette initiative, pour refaire des ponts. On a des ponts déjà, mais il faut les reconstruire, ces ponts-là, puis peut-être que ces ponts-là vont devenir des passerelles différentes. Alors, je souhaite à tout le monde une très bonne session. Merci beaucoup, Denis. J'aimerais du coup vous entendre, Céline, Gaëlle, sur quelle est la situation finalement aujourd'hui en France et à Lyon au niveau de votre secteur. Merci de nous proposer d'exposer ces éléments. Pour vous présenter Accélera, on est un pôle de compétitivité autour des filières chimie-environnement, mais vraiment très axé autour des éco-technologies. Et comme le disait notre homologue Denis, on voit ces grands axes autour du traitement et de l'analyse de l'eau, de l'air et des sites et sols qui devient très important. C'est l'axe que vous voyez et que nous travaillons avec nos 370 adhérents, que ce soit des entreprises ou des laboratoires. Également, cette partie valorisation des déchets sous-produits, mais sans oublier aussi la conception de manière plus verte des nouveaux matériaux, qu'ils soient renouvelables ou intégrés dans les filières, mais également au sein de l'industrie. Comme pour vous au Québec, la Covid nous a impactés. On a vécu un premier confinement qui a été un peu plus lourd. Là, le second est plus light. On va dire l'industrie continue et on a su s'organiser pour avancer donc dans les différentes technologies. Et sur les grandes thématiques, eh bien, oui, la qualité de l'air s'en sort très, très bien, le traitement et l'analyse de l'air sur notre territoire. Mais on a aussi des grands projets qui continuent sur notamment la partie BTP. Et là, eh bien, c'est aussi toute l'industrie qui est repensée. Sur cette thématique beaucoup plus verte et les opportunités que cela amène. Sur la partie, on va dire, collaboration de nos entreprises, eh bien, elle est renforcée et c'est cette volonté-là qui est mise en avant par l'ensemble de nos adhérents.
Je vais laisser peut-être Gaël dire quelques mots sur la partie cité-sol. Oui, d'accord, je vais prendre la parole. Donc effectivement, Accélera, donc, comme Céline l'a dit, c'est un pôle de compétitivité et l'objectif, c'est de mettre autour d'une table des grands groupes, des PME innovantes, des startups et aussi des laboratoires académiques, tout ça en vue de faire émerger des solutions innovantes et les solutions et les emplois de demain. Et du coup, on s'est rendu compte que la thématique, notamment friche, qui est travaillé depuis de nombreuses années au sein du pôle de compétitivité Accélera, trouve tout son sens aujourd'hui, parce que comme l'a dit Denis, effectivement, il va falloir se réinventer et on se rend compte que les entreprises innovantes, et notamment du territoire, ont pu pivoter, ont pu être très agiles et ont pu répondre aux challenges que représentait la Covid-19. Et donc, globalement, toutes ces entreprises qui faisaient de l'innovation ont vraiment su s'adapter plus rapidement que les autres à cette pandémie. Et c'est vrai que les challenges sont toujours là. Donc, c'est-à-dire que la pandémie est là, certes, pour le moment, mais néanmoins, le domaine de la construction, que ce soit de nouveaux bâtiments, de grands projets tels que des métros, notamment en région parisienne, ces projets-là vont se prolonger, vont se poursuivre. Il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent. Et donc, cette partie restauration, requalification des friches est vraiment prégnante et donc on s'en sortira grâce à l'innovation et grâce à l'échange qui peut être riche entre les grands groupes, les startups et les laboratoires académiques. Et donc ça, on le fait certes en Auvergne-Rhône-Alpes, mais la volonté, c'est de le faire aussi en partenariat avec des entreprises québécoises. Et là aussi, il y a beaucoup à échanger, il y a beaucoup à apprendre les uns des autres. Et donc un événement comme les affaires en tandem comme aujourd'hui est vraiment une base pour construire l'avenir. Donc, moi, je suis très, très confiant pour ce qui est de l'avenir et on va s'en sortir. Et cette pandémie ne sera qu'un mauvais souvenir dans quelques mois, j'espère. Merci à vous pour cette mise en contexte. J'aurais une question en fait maintenant qui est spécifique pour Denis. Vous parliez en fait du secteur de l'air, du recyclage. Le gouvernement du Québec en fait a annoncé son plan de relance verte. Il n'a pas encore détaillé clairement, ça va être fait très prochainement. Mais est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Et puis, est-ce que finalement, ça rejoint les sous-secteurs qu'on voit actuellement avec la Covid? Ou est-ce que ça va mettre de l'avant et ça va donner des opportunités pour d'autres secteurs d'activité? Donc, ça serait ma première question. Et puis, au niveau finalement de Montréal, du Grand Montréal, est-ce que selon vous aussi, il y a d'autres projets porteurs à venir qui serait bon de mentionner aujourd'hui aux entreprises qui nous écoutent? Oui, très bien, Céline. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, alors je ne connais pas ce que le gouvernement va annoncer au cours des prochaines semaines, mais ça s'appelle le plan pour une économie verte. Il devait l'annoncer au mois de mars dernier, à la fin du mois de mars, mais avec la pandémie, ça a été reporté. Mais ce que l'on sait, c'est que le plan d'économie verte va viser notamment l'électrification. Alors, une utilisation accrue de l'électricité. Pourquoi? Parce qu'ici au Québec, on a de l'hydroélectricité. 99,9% de notre électricité est verte et renouvelable. Alors, principalement, 95% vient de l'hydroélectricité, puis après ça, c'est l'éolien et très peu de solaire. Alors, tout ça pour dire que vous allez me dire, oui, mais il manque le 0,1%. Bien, ça, c'est des régions éloignées qui ne sont pas connectées là, sur le réseau central d'Hydro-Québec. Alors, on a un surplus aussi d'électricité verte. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, le plan d'économie verte va dire ceci, entre autres. Vous pouvez me citer parce que c'est public. Alors, d'abord, électrification des transports. On en a entendu parler, puis on va en entendre parler. C'est la même chose également dans plusieurs pays européens. Électrification des transports, des comobilités. Deuxième point, électrification des bâtiments. Comment on fait pour sortir le mazout des bâtiments au niveau du chauffage, ici du chauffage, oui, mais aussi de la climatisation, même l'aération, j'en ai parlé brièvement. Alors, électrification des bâtiments, deuxième point. Électrification des entreprises. Des électrotechnologies, ça va être vraiment un aspect où on va avoir besoin beaucoup de développement technologique au niveau des entreprises, des procédés de production. Alors, électrification, numéro 1. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'il va y avoir aussi en même temps
un élan sur l'efficacité énergétique ou la maîtrise de l'énergie. Comment on peut maximiser, optimiser l'utilisation d'énergie, réduire notre consommation, réduire les excédents ou les excès, pardon. Alors, il va y avoir un gros push, là, un gros élément sur l'efficacité énergétique. Il faut regarder aussi, si on parle d'électricité, regardons au niveau de l'agriculture. Agriculture durable, le gouvernement a annoncé la semaine dernière son plan pour une agriculture durable. Vous le savez, l'autonomie alimentaire, même chose en France. Alors ça aussi, il y a un fort potentiel pour ce qu'on appelle les technologies agricoles, des technologies propres agricoles. Si on regarde plus près, là, au niveau de Montréal comme tel, il y a deux éléments que je peux souligner. Il y en a plusieurs, mais disons que je me concentre sur deux. Première, c'est la volonté de Montréal d'être carboneutre, mais aussi de zéro déchet. Comment on fait pour réduire les déchets? Nous autres, on appelle ça des matières résiduelles. Comment on fait pour les réduire, les réutiliser? Alors, tout l'aspect d'économie circulaire, c'est une des priorités pour Montréal et le Grand Montréal. Puis, il y a aussi un autre élément, décontamination des sols. Vous parlez des friches, nous, on parle de ça, décontamination des sols industriels contaminés. Pourquoi? Bien, parce qu'à Montréal, surtout l'est de Montréal, il y a un immense territoire pour décontaminer qui serait prêt également à la valorisation de ce territoire-là, à l'arrivée d'une nouvelle économie, à rebâtir ou à, peut-être pas rebâtir, mais à recréer ce milieu de vie dans l'est de Montréal qui était auparavant un milieu très industriel lourd, qui l'est encore, mais qui nous offre des opportunités de croissance, notamment au niveau de ce qu'on appelle la chimie verte, les bioproduits. Alors, tout ça pour dire qu'il y a un fort potentiel là, à Montréal pour ceux qui ont des très bonnes idées et ceux qui aussi veulent contribuer à une relance verte et innovante. Merci beaucoup, Denis. J'aimerais qu'on parle maintenant d'exportation. Vous mentionniez que ça faisait partie justement des défis des entreprises. On peut voir que le contexte actuel, en fait, modifie considérablement notre approche de l'international. On peut plus se déplacer, donc on a le virtuel qui est là, bien entendu, mais on ne peut plus aller rencontrer en fait ses partenaires potentiels. On est aussi amené finalement à se recentrer sur des achats un peu plus locaux. Comment est-ce que vous pensez que les entreprises peuvent ou doivent aborder l'exportation aujourd'hui? Et est-ce que selon vous, ce sont en fait les alliances stratégiques en fait, qui sont la bonne approche à avoir si on veut poursuivre son développement à l'international? Bien sûr qu'exporter aujourd'hui, c'est plus pareil. Ouais. On ne peut plus se déplacer, vous le savez. Et on ne pourra pas se déplacer vraiment pendant combien de temps? Le deuxième aspect, c'est, on entend parler, même en France, l'achat local. Hein, comment on peut aider les entreprises locales à faire des affaires au niveau de l'Hexagone? Bon, nous autres, c'est la même chose au niveau du Québec. Comment on va faire pour aider nos entreprises à poursuivre leur développement, mais poursuivre leurs opérations en trouvant des clients ici même, hein, pour venir compenser pour la perte au niveau des exportations. Bon, il y en a qui vont appeler ça des barrières commerciales, il y en a qui vont appeler ça des mesures protectionnistes, mais conclusion, ça va être beaucoup plus difficile. Alors, comment on le fait? Nous, chez Ecotech, on a parlé à plusieurs de nos entrepreneurs, puis on essaie de trouver de nouvelles formules parce qu'il ne faut plus arriver avec l'optique de conquérir un nouveau marché. Hein, compte tenu de ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce que les gouvernements vont mettre en place, ça va être encore plus difficile de conquérir un nouveau marché. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt découvrir des partenaires privilégiés. Ça, c'est peut-être une avenue à considérer, découvrir des partenaires dans les autres marchés qui vont nous permettre de créer des alliances et ces partenaires-là doivent avoir des innovations complémentaires.
il faut que ça soit adjacent à son milieu. Pourquoi? À ce moment-là, ça pourrait permettre aux entreprises, d'avoir des yeux et des oreilles sur un autre continent pour sa propre innovation. Deuxièmement, on devient vos yeux et vos oreilles ici au Québec, Canada, en Amérique du Nord pour votre innovation. Et les deux innovations combinées font une proposition de valeur beaucoup plus solide pour pouvoir répondre à des appels d'offres. Alors, vous voyez la combinaison de ces expériences-là, la combinaison des régions fait qu'on pense que découvrir des partenaires privilégiés serait beaucoup mieux que de conquérir un nouveau marché. Alors, c'est avec cet angle-là que je suggère et j'encourage les entrepreneurs à regarder comment on fait pour s'allier. Si on s'allie, si on se combine notre expertise, puis je me projette un petit peu plus tard, à ce moment-là, ensemble, on pourra aller dans des marchés plus émergents, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Ensemble, on va être en mesure d'être plus fort pour d'autres marchés quand ça va reprendre le tout. Alors, je nous invite à regarder l'exportation de notre âme. Merci beaucoup, Denis. Je pense que ça nous amène à envisager finalement l'exportation différemment et ne pas forcément avoir un rapport de conquête de marché. J'aimerais du coup faire le lien avec vous, Céline, Gaëlle, assez rapidement en fait pour savoir, vous nous avez parlé des friches, de l'air, du BTP, donc de ces secteurs-là aujourd'hui, de ces sous-secteurs en fait qui sont aujourd'hui des opportunités. Est-ce que dans le plan de relance, France Relance qui a été annoncé le 3 septembre dernier en fait, de la même manière que pour le Québec, il y a des opportunités en fait qui ressortent de tout ça pour nos entreprises. Donc, si vous pouvez nous en dire deux mots, et aussi au niveau un peu plus local, en fait, est-ce qu'il y a des projets également qui pourraient être intéressants à connaître? Merci Céline. Alors oui, donc le 3 septembre a été annoncé par le gouvernement français donc un grand plan de soutien et de relance qui s'appelle France Relance. C'est un plan qui est ambitieux, qui est vraiment orienté transition écologique, numérique, inclusion sociale et résilience économique. Et à travers ce plan, c'est quand même 100 milliards d'euros sur 2021-2022 qui vont être fléchés autour d'investissements pour les entreprises françaises, autour donc de trois grands piliers que sont la compétitivité, la cohésion et surtout l'écologie. Et sur ce pilier-là de l'écologie, c'est 30 milliards d'euros de subventions qui seront fléchées autour des thématiques qui nous rassemblent aujourd'hui sur cette partie de webinaire, que sont la transition énergétique, la décarbonation de l'industrie, les technologies vertes, les nouvelles mobilités, entre autres. Et donc, sur ces piliers-là, nos entreprises répondent à des appels à projets de type industriel, vraiment pour de nouveaux investissements. Et c'est là où je pense qu'on peut trouver une alliance parce que c'est très axé transition écologique pour faire que nos industries soient plus vertes, puisque comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment l'alliance des différentes composantes de nos entreprises données. Donc, on va dire, c'est une crise sanitaire que l'on vit, mais c'est aussi là une opportunité que nous offrent nos gouvernements respectifs pour avancer vers un monde plus vert. Donc là, on a, je pense, un beau chantier à faire en collaboration, en mutualisation pour répondre à ces enjeux. Ben, c'est très optimiste, en tout cas, cette note. Merci Céline. J'aimerais aussi qu'on passe sur la question de la recherche. Il y avait un autre point que vous vouliez aborder, ouais. Oui, sur la partie locale. Donc là, ça a été retravaillé notamment avec nos partenaires de la métropole de Lyon. Donc là, le nouvel exécutif, comme l'énonçait Axel Riette tout à l'heure,
est très axé autour de la préservation de la qualité de l'air. Donc là, on voit encore un axe qui est commun à nos deux écosystèmes, hein, donc français et Montréal, donc lyonnais et Montréal, autour du développement de la mobilité, de la mobilité verte, la volonté d'arriver sur une industrie plus sobre. Et là, on a aussi toute cette thématique, alors que nous, on appelle friche industrielle, dépollution des sols, avec également toutes les énergies renouvelables. Et c'est enfin tous les projets de transition écologique qui seront porteurs d'emplois durables pour notre territoire, qui seront fléchés et qui seront écoutés par la métropole de Lyon auprès de ces écosystèmes. Merci beaucoup, Céline. J'aimerais aussi qu'on parle de recherche, parce que justement, en fait, dans votre industrie, dans le secteur de l'environnement, la recherche, l'innovation, c'est le cœur, à la fois pour se différencier de ses compétiteurs, mais aussi pour apporter des solutions qui répondent à nos enjeux environnementaux, aux objectifs qu'on se fixe. Aujourd'hui, en fait, est-ce que les entreprises ont toujours en fait la recherche dans leur plan? Est-ce que la recherche est toujours là? Et finalement, quels sont les freins, opportunités en fait, quand on veut monter un projet de recherche, mais qui implique des acteurs internationaux? Alors, encore plus chez Accélera, puisque c'est vraiment notre cœur de métier, c'est la recherche et le développement. C'est ça qui a fait qu'on a été créé il y a 15 ans pour mettre vraiment ce lien-là entre les entreprises, les centres de recherche, les centres de formation. Pour vous donner quelques chiffres, lors de la première vague de cette crise, on a interrogé nos entreprises pendant le confinement et quelque chose d'assez frappant, c'est 60% de nos entreprises interrogées, et notamment les PME, ont continué leur recherche et développement quand même pendant cette vague-là. Et à la sortie, c'est plus de 90% qui sont repartis sur ces sujets et encore de manière beaucoup plus active. Puisque, comme vous le disiez, Céline, c'est ça qui fait qu'on ressort encore plus fort pour aller vers cette transition écologique. Puisque c'est, on va dire, cette situation nous amène à aller vraiment sur des activités plus sobres. Alors, sur la partie frein et sur les opportunités, eh bien, un frein qu'on peut voir apparaître, c'est la possibilité de travailler ensemble. Hein. Nous, on prône une recherche collaborative en mutualisant les forces. Après, il y a cette problématique de l'argent, et souvent de l'argent public, puisque la recherche existe beaucoup via l'argent public, via des guichets dédiés. Eh bien, c'est avoir l'opportunité de toujours avoir ces guichets-là qui permettent cette effervescence, cette synergie entre nos entreprises et nos centres de recherche et faire qu'ensemble, on puisse proposer aussi, remonter des sujets à nos différentes instances pour, pourquoi pas, créer de nouveaux guichets qui favorisent vraiment cette synergie de la R&D. C'est super, merci beaucoup. J'avais encore d'autres questions en fait à vous poser, mais je vois que le temps file. Alors, ce que je propose en fait, c'est que Gaëlle Plassard donc change de chapeau et vienne à présent nous parler d'Envisol, mais aussi d'Envisol au Canada. Donc, merci Gaëlle pour partager ton expérience avec nous aujourd'hui. De rien, avec plaisir. Oui, effectivement, je suis aussi le PDG d'Envisol, qui est un bureau d'études spécialisé dans le conseil d'ingénierie pour la gestion des sites et des sols pollués. Et j'ai la chance d'avoir une filiale au Québec. Je vais vous partager mon écran. C'est juste une slide qui permet d'illustrer le propos que je vais tenir. Hop, attendez quelques secondes. Paf, c'est parti. Je pense que du coup, vous voyez mon écran, c'est bon? Oui. Donc, globalement, Envisol, c'est un bureau d'études que j'ai créé en 2009. Donc, notre métier, c'est vraiment dans le cœur, effectivement, des besoins actuels, notamment dans l'est de la ville de Montréal. J'y reviendrai tout à l'heure. Et rapidement, les moteurs du développement d'Envisol sont l'innovation, revalorisation du territoire, numérique. Et on s'est tourné très rapidement vers l'international
en pensant que les expertises qu'on a développées au sein d'Envisol pouvaient aider, ou en tout cas être utiles sur d'autres territoires nationaux. Et c'est pour ça que dès 2010, on est parti sur des missions d'exploration, et notamment avec Accélera et la Chambre de commerce Nord-Isère. Et je me suis retrouvé à Montréal à faire une présentation au centre, enfin à l'ancien CEMRS, un centre d'excellence montréalais en réhabilitation des sols. Et j'ai parlé de mes innovations. Il a trouvé un très bon accueil. Et donc, de là, j'ai fait le choix de créer une filiale fin 2012 au Canada afin d'apporter ces innovations. Et donc, moi, j'y suis allé un peu la fleur au fusil en pensant que juste un produit et une solution innovante suffisait à trouver des clients. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Donc, certes, j'ai créé la filiale. J'y ai envoyé une personne en VIE, donc une personne très motivée et très compétente, donc, que vous connaissez puisque c'est Céline Châtaignier ici présente, qui a eu la chance de lancer nos affaires au Québec. Et donc, on a proposé notre solution innovante. Seulement, on était les seuls à la proposer et on s'est heurté à pas mal de difficultés finalement. Et tout ça m'a amené à repenser mon modèle d'affaires. Finalement, je crois que le message que je voulais faire passer aujourd'hui dans ma présentation, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une innovation pertinente pour percer sur un territoire. Et il faut aussi s'acculturer, comprendre comment ça fonctionne et voir de quelle manière cette solution innovante peut vraiment rendre un service sur place aux premiers utilisateurs. Et donc, c'est pour ça que depuis un an, j'ai tout repensé le modèle d'affaires. On se fait accompagner par une chambre de commerce. Alors, ce n'est pas Montréal métropolitain, mais c'est l'autre, celle de l'Est de Montréal. Et on a pu repenser vraiment ce qu'on voulait apporter au territoire. Et c'est pour ça que, je vous fais un peu la primeur, mais on a créé Solia, Géosolutions. Donc là, en 2020, et finalement, Envisol Canada se transforme en Solia et on va apporter des services numériques en machine learning et en intelligence artificielle pour les géosciences et l'environnement. Donc, on arrive vraiment, quand on parlait d'innovation complémentaire et de partenaires privilégiés, c'est vraiment ce vers quoi on se tourne maintenant. Et donc, on pense que ça va fonctionner de manière efficace, et notamment parce que sur l'Est de Montréal, comme vous l'avez dit, il y a des besoins en requalification et en dépollution, décontamination de sol. Et donc, on devrait pouvoir s'associer. Des discussions sont engagées, notamment avec le groupe Laganière, pour leur faire bénéficier de nos expertises. Donc ça, vous l'avez en primeur. Et pour revenir sur cette partie découvrir des partenaires privilégiés et innovation complémentaire, il faut savoir qu'en France, il y a un vrai challenge sur le reconstruire la ville sur la ville, parce que maintenant, on est parti sur des principes de zéro artificialisation nette. Donc, il faut vraiment reconstruire sur le déjà construit. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé en France, en partenariat avec différentes structures publiques et Accélera, un démonstrateur de start-up qui s'appelle Chrysalide. Et ce démonstrateur, on souhaitait l'exporter et le faire venir au Québec, et notamment dans l'Est de Montréal. Et donc, si vous avez des questions sur Chrysalide, n'hésitez pas à me les poser. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Mais globalement, voilà, l'idée et ce que je voulais partager avec vous, c'est que, outre l'innovation qu'on peut apporter sur un territoire, il faut surtout penser à un modèle d'affaires et savoir comment vraiment pouvoir utiliser cette innovation et comment faire en sorte de trouver des clients pertinents. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup Gaëlle pour le partage. Je crois qu'on peut voir qu'il faut rester ouvert finalement d'esprit et puis rencontrer en fait le plus de personnes possible en fait pour essayer de bien comprendre le marché sur lequel on va et aussi la manière dont on peut l'aborder. Mais du coup, on peut aussi repivoter. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc merci. Nous sommes maintenant en fait rendus à la période de questions-réponses. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite en fait à poser vos questions dans le Q&A.
à nos intervenants. Si nous avons trop de questions, en fait, on fera suivre en fait, les questions directement à nos intervenants pour s'assurer que vous ayez une réponse. Alors, donc, je vais voir tout de suite. Donc, on a une première question. Je pense que c'est pour Céline, en fait, au niveau des opportunités en R&D. Donc, on a Abdelaziz Guérou qui nous demande, en fait, sur quel site elles sont affichées. Où est-ce qu'il y aurait un site, une page spécifique? Alors, est-ce que Céline est avec nous? Non, a priori, elle n'est pas. Je ne sais pas. Ok. Néanmoins, je peux répondre. Je remets Oui, ma question merci Gaëlle. Accéléra. Je vais remettre la casquette Accéléra, mais effectivement, là-dessus, il y a un site internet qui est bien fait, qui a été refondu. Donc là, n'hésitez pas. Je pense que la Chambre de commerce de Montréal métropolitain pourra transférer les différentes coordonnées. Mais globalement, effectivement, soit ça fonctionne de manière ouverte sur le site internet, ou soit on fonctionne par des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt. Céline? Ah non, elle n'est toujours pas là. Donc globalement, okay. Oui, il y a un site internet qui permet de répondre justement à ces questions sur les innovations et qui les mettent en lumière. Merci Gaëlle. Donc je vois aussi une autre question. Avez-vous au sein de vos partenaires un centre de recherche au niveau de développement de technologies de traitement des sols? Alors oui, c'est ce dont je parlais. Finalement, c'est Chrysalide. Donc là aussi, n'hésitez pas. Je vais faire parvenir les informations à la Chambre de commerce et comme ça, vous pourrez en savoir plus. Mais effectivement, la volonté, hein, notamment de Chrysalide, hein, c'est un démonstrateur de technologies innovantes. Donc on est positionné sur une ancienne friche et là-dessus, on accueille des startups qui développent des nouvelles technologies. Et ce qui est intéressant de le faire sur ce site de Chrysalide, c'est qu'on peut mutualiser les moyens techniques ou humains. Donc, c'est vraiment pertinent. Et c'est des choses qu'on veut amener aussi dans l'Est de Montréal. Très bien, merci Gaëlle. Donc, je ne vois pas d'autres questions en fait, dans le Q&A, mais du coup, j'en avais d'autres. Alors, je vais en profiter pour les poser. Justement, en France, le reconfinement, vous l'avez tous un petit peu mentionné, a eu lieu il y a quelques jours. Au Québec aussi, on a eu un durcissement des restrictions sanitaires en fait, de courant octobre, enfin début octobre. On voit que l'activité des entreprises, en fait, elle est maintenue, mais néanmoins, ça reste impacté. On a des incitatifs financiers. Quels sont aujourd'hui pour vous les besoins des entreprises ? Donc, peut-être que je commencerai par Denis. En fait, quels sont les besoins des entreprises aujourd'hui qui souhaitent se tourner vers l'international ou renforcer leurs activités? Et puis, est-ce que vous avez mis en place des stratégies, en fait, qui pourraient justement les aider? Une très bonne question. Justement, on est à peaufiner différentes initiatives avec les entreprises. Ou du moins dans notre concept d'accompagnement, comment on fait pour aider les entreprises à, je veux dire, pas seulement à commercialiser, mais à trouver des partenaires. L'exemple aujourd'hui, c'en est un. On est aussi en contact avec d'autres pays, d'autres clusters, d'autres grappes qui partagent aussi la même vision des choses. Il va falloir trouver une autre façon de promouvoir notre savoir-faire. Et nous, chez Ecotech Québec, on va dévoiler lundi. Alors, je vous l'annonce en primaire. On va dévoiler lundi. On va dévoiler lundi un portail qui donne un aperçu d'exemples de technologies propres québécoises qu'on retrouve à l'international. Alors, l'idée de base, c'est de voir, c'est de mieux apprécier qu'est-ce que l'on a comme savoir-faire et où il se retrouve ce savoir-faire-là dans d'autres pays. Ce que ça veut dire, c'est que oui, on aide d'autres pays à atteindre leur objectif de développement durable ou l'accord de Paris, de respecter l'accord de Paris, ou on les aide à mieux gérer leur matière première. Alors, tout ça pour dire
On veut démontrer par ce portail-là, que notre savoir-faire se retrouve un peu partout sur la planète. Et ça peut venir à ce moment-là devenir un outil aussi de rayonnement de nos entreprises, de nos entrepreneurs. Maintenant, c'est juste un outil. Il va falloir réfléchir à comment on veut le faire, encore là, en partenariat. Et je reviens mes mots précédents, c'est qu'il faut vraiment trouver beaucoup plus comment y travailler ensemble. Puis Gaël, il l'a bien dit, Gaël, quand tu arrives avec une technologie sur un territoire, puis tu penses que ça va être facile parce qu'on parle français, là, c'est pas de même que ça fonctionne. Hein? Et alors, il faut vraiment trouver des partenaires, il faut bien se comprendre, il faut arriver à combiner notre savoir-faire, et c'est là, à ce moment-là, qu'on peut avoir une vitesse de croisière dans un nouveau territoire. Merci beaucoup, Denis. Est-ce que du côté d'Accélera aussi, on pourrait peut-être avoir votre point de vue, Céline, sur justement, est-ce qu'il y a des stratégies qui ont été mises en place pour aider les entreprises qui souhaitent se tourner vers l'international? Alors, au sein du pôle, on travaille sous format, alors comme le disait Denis, sous format de grappes de compétences, où en fait on rassemble des entreprises complémentaires pour aborder ensemble des marchés. Et en fait, on se dit que sur la partie internationale, c'est bien de mettre des lieux, un peu des tiers-lieux d'échange entre pairs, comme sur la même méthodologie que vous proposez, pour avoir des bonnes pratiques d'un territoire à un autre. Et piocher aussi la compétence complémentaire qu'on ne va pas trouver sur le territoire, comment on va peut-être la chercher ailleurs. Voilà, c'est, on va dire, un petit peu casser toutes ces frontières et faire qu'on puisse avancer ensemble. Ensuite, ce qui semble essentiel sur cette partie internationale, c'est que les entreprises aient confiance. Quand elles partent à l'international, quand elles s'installent, quand elles investissent, puisque c'est un investissement que d'aller sur ces sujets-là. Et c'est là où eh bien, on pense que nos structures de grappe, eh bien, si elles collaborent ensemble voilà, avec les différentes institutions de nos territoires, ben, on peut faire avancer beaucoup plus vite nos entreprises. J'avais un complément d'information à juste mentionner, c'est qu'on entend beaucoup parler du CETA, hein, entre l'Union européenne et le Canada. Je vous encourage à regarder de très, très près l'entente de collaboration qui existe entre le Québec et la France, hein, qui était à l'origine du CETA. Alors, cette entente-là, elle est opérationnelle. Ça nous donne de très belles opportunités de partenariat, justement, parce que ça vient faciliter l'échange d'informations, l'échange même de matériel, j'allais dire de ressources également. Alors, on a un avantage marqué sur plusieurs autres. Alors, il faut vraiment trouver des façons de bénéficier, de l'entente Québec-France et dans un deuxième temps, le CETA. Nous, on appelle ça l'AECG ici en français, mais le CETA pour vous en anglais. Alors, le CETA, ça va être une porte d'entrée incroyable pour les entreprises européennes vis-à-vis le marché nord-américain, et on vous suggère fortement d'utiliser Montréal comme plaque tournante de vos activités, non seulement canadiennes, mais nord-américaines. Très bon point, Denis. Merci beaucoup de le mentionner. Merci aussi de nous avoir partagé finalement les outils que vous avez mis en place aujourd'hui pour aider ces entreprises. Ce que je propose, c'est qu'on puisse, si vous le souhaitez, transférer les liens justement vers le portail, vers ces lieux d'échange, si les entreprises souhaitent s'y rendre. Le temps file. Je vois qu'il y a d'autres questions dans le Q&A, mais malheureusement, en fait, on ne pourra pas y répondre en live. Donc, on fera le suivi avec vous directement. Simplement, nous laisser votre courriel. Alors, je vous propose en fait maintenant qu'on passe à la suite au secteur de la santé. Et puis peut-être pour faire le lien, parce qu'on voit que le secteur de l'environnement, il intervient de manière en fait très transversale avec d'autres industries. On voit que de plus en plus, la santé et l'environnement sont liés.
J'aimerais savoir finalement comment les entreprises pourraient avoir davantage de connexion en fait entre ces deux secteurs. Et pour répondre à cette première question, en fait, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi Monsieur Franck Béraud, qui est président directeur général de Montréal In Vivo, ainsi que Gérald Comté, qui est directeur de eCare Lab Auvergne-Rhône-Alpes. Donc bonjour à vous deux et bienvenue. Alors, de la même manière en fait que nos précédents invités, je vous laisserai vous présenter vos organisations et puis un peu nous parler justement de ce que vous observez en fait sur votre territoire au niveau justement de ces connexions santé-environnement. Donc voilà, je donnerai la parole pour débuter à Franck. Merci. Merci Céline. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, mon nom est Franck Béraud. Je suis le PDG de la grappe industrielle des sciences de la vie et technologies médicales du Grand Montréal. Donc, nous, on est une organisation de développement économique et de mobilisation, un petit peu similaire, je dirais, à par exemple Lyon Biopôle, que nos amis lyonnais connaissent bien, évidemment. On a le mandat en fait de fédérer des acteurs de l'écosystème métropolitain. Puis le but de tout ça, c'est de renforcer la croissance, la compétitivité, puis le rayonnement de notre secteur. Je dirais que pour résumer, on fait essentiellement 5 types d'activités stratégiques. On fait de l'intelligence d'affaires, donc des études, des analyses. On fait de la mobilisation et du réseautage, très important aussi, un peu plus difficile en ce moment en ces temps de COVID. On monte des projets structurants pour l'écosystème, donc au bénéfice de l'ensemble du secteur. Et donc, on a également un rôle au niveau du rayonnement de notre secteur auprès des décideurs et des influenceurs. Et le dernier type d'activité qu'on fait, c'est le soutien direct, je dirais, à l'entrepreneuriat, donc l'accompagnement des entrepreneurs, en fait. Quelques mots rapidement sur l'écosystème montréalais des sciences de la vie. Donc, nous, chez Montréal In Vivo, on travaille pour les 41 000 personnes qui sont actives dans le secteur des sciences de la vie. Elles se répartissent dans un peu plus de 600 organisations, à peu près 150 centres et groupes de recherche publics, puis 450 entreprises. Collectivement, ce secteur représente environ 1,6 % du PIB du Québec, donc ça représente au-delà de 5,6 milliards de dollars annuellement. À Montréal, je dirais qu'on a la chance d'avoir à peu près tous les segments dans le secteur des sciences de la vie, donc le biopharma, biotech évidemment, technologies médicales sont présentes également. Je dirais que aujourd'hui, le nombre d'emplois entre pharma et technologie médicale est à peu près équivalent sur le territoire. Tout ce qui est santé numérique également en grande progression, notamment avec l'intelligence artificielle qui est vraiment un pôle d'excellence ici à Montréal. Et évidemment aussi tous les entreprises contractuelles de recherche ou de fabrication à contrat, en fait. Le focus dans le Grand Montréal, c'est essentiellement santé humaine. On a un petit peu de santé animale, mais pas tant que ça. C'est plutôt santé humaine, je dirais, le focus au niveau de la région métropolitaine. Puis pour finir, je dirais qu'on a dans ce secteur-là quand même un très, très bon support gouvernemental, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Puis si je prends l'exemple du provincial, on a une stratégie québécoise des sciences de la vie qui a été mise de l'avant en mai 2017, qui est ambitieuse, qui est très mobilisatrice et qui est d'ailleurs en cours de révision. Le processus va commencer dans les semaines à venir, justement pour l'adapter éventuellement au contexte post- ou pan-COVID, je devrais dire. La question, c'était sur les rapprochements santé et environnement. Donc, vous savez, on évolue déjà dans un environnement très réglementé dans notre secteur, et notamment au niveau des laboratoires, au niveau de la fabrication. Donc, tout ce qui est gestion des effluents, qualité de l'air, etc., les entreprises doivent se conformer à des règles environnementales strictes. Donc, c'est un petit peu comme ça, à travers ça, qu'elles sont sensibilisées. Il faut bien sûr comprendre qu'il faut aller plus loin que ça, ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, je suis moi content de voir que nos gouvernements offrent maintenant des incitatifs ou même des financements, des subventions pour encourager les entreprises à effectuer un virage un peu plus éco-responsable. Par exemple, en lien actuellement avec COVID-19, il est possible pour des entreprises de recevoir du financement pour les aider à développer des EPI, des équipements de protection individuelle qui soient recyclables ou des masques qui soient compostables, par exemple. Donc ça, ce sont des gestes nouveaux que je trouve encourageants et je trouve qu'on doit aller beaucoup plus loin que ça d'ailleurs, mais c'est un pas dans la bonne direction.
Puis, il y a certaines compagnies qui ont quand même fait des efforts pour réduire leur empreinte environnementale, qui sont très sensibilisées à ça. Je prends l'exemple d'une compagnie pharmaceutique, Novartis, qui a un objectif de devenir neutre en termes de plastique d'ici 2030, donc à l'échelle du groupe Novartis. Je trouve ça très, très intéressant comme initiative. Et justement, je dirais que nous, notre planification stratégique qui est en cours, là, cet aspect-là est ressorti, hein, ce besoin d'avoir une industrie plus durable, plus inclusive aussi. J'ai d'ailleurs entamé des discussions avec mon collègue Denis Leclerc il y a quelques semaines là-dessus. Donc, on va voir comment ça va s'articuler dans la suite, mais c'est un sujet intéressant et important. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Franck. Gérald, également, si vous pouvez, vous pouvez nous en dire plus sur votre territoire. Oui, bonjour à tous. Ravi de retrouver nos amis canadiens et québécois, particulièrement à Montréal. On a beaucoup de connexions avec le territoire. Je me présente, je suis Gérald Contet, je dirige une nouvelle structure qui s'appelle iCare Lab, qui est un lab santé en connexion forte avec le tissu économique, qui fait suite en fait à une initiative que la région avait prise de créer un cluster sur les technologies de santé qui a fonctionné pendant une petite dizaine d'années et qui s'est transformé pas plus tard que début octobre en Lab Santé, qui est en fait une structure d'intermédiation entre ce qu'on pourrait dire les besoins en matière de santé des établissements, des professionnels et des patients, et puis la filière économique qui est représentée en région par Lyon Biopôle, avec lequel j'ai pu échanger pour préparer cette conférence. Et en fait, aujourd'hui, on réunit au bas mot une 300 entreprises sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes avec le soutien de la métropole de Lyon pour faciliter la compétitivité de la filière santé. Et ce qui nous occupe, nous, dans le cadre de notre structure associative publique-privée, c'est d'accompagner cette transformation organisationnelle et également un peu numérique, bien sûr, de la santé, au plus proche des besoins du terrain, au plus proche de la capacité aussi des citoyens de s'impliquer dans les processus d'innovation. Et pour le coup, je ferai un petit clin d'œil à nos amis de Montréal, en l'occurrence, puisqu'on est acteur du Hacking Health, le mouvement international Hacking Health qui a été lancé par Luc Sirois, qui est très connu sur la place. Et donc on s'implique fortement dans ces événements qui vont avoir lieu, en l'occurrence chez nous, à la fin du mois. Alors si je reviens à la question qui est posée sur l'environnement et la santé, je pense que l'expérience qu'on vit malheureusement depuis quelques mois est la preuve du lien étroit en fait entre l'environnement et la santé, que ça soit lié au changement climatique, parce que les experts posent la question de la transmissibilité des virus animaux vers les virus humains. Vers l'humain. Et pour le coup, le territoire a pris des initiatives sur ce champ-là, puisqu'il y a un hub mondial de santé publique vétérinaire qui a été lancé à Lyon, qui est une première, avec beaucoup de partenaires, dont la métropole, le Lyon Biopôle et puis l'ensemble des acteurs du territoire. Donc la question environnementale est centrale, je crois, sans être expert des virus sur cette question-là. Et puis, c'est déjà revenu plusieurs fois dans l'échange précédent. La question de l'influence de la pollution, d'une façon générale, sur la santé humaine et plus globalement la santé publique se pose. Et ça, c'est également une expérience un petit peu de la crise actuelle. On s'aperçoit quand même que, étant donné les phases de confinement, je dirais que c'est le côté positif du confinement. Nos villes sont largement plus respirables. Et en l'occurrence, c'est un point d'actualité en plus, puisque nous avons, au moment du lancement de iCare Lab, déménagé sur le territoire de la métropole, et nous sommes sur la Confluence, le quartier de la Confluence, avec un célèbre musée que certains connaissent peut-être. Et ce quartier nouveau de Lyon a vocation je dirais, à prendre à bras le corps les questions environnementales, et en particulier sur la qualité de l'air, au gré de la construction de nouveaux bâtiments et de nouvelles dispositions autour du suivi, du monitorage de la qualité de l'air. Donc le lien entre ces deux thématiques me semble tout naturel, et entre guillemets, à travers
l'implication qu'on peut avoir, nous, dans le Lab Santé, à ICARE Lab, ça fait partie des sujets d'importance qui nous animent, soit à travers nos activités qui sont tournées sur l'émergence de projets, la facilitation à organiser des expérimentations sur le territoire pour le développement économique des entreprises. Merci Gérald. J'aimerais qu'on parle aussi ensemble de Covid, bien entendu. Peut-être que contrairement finalement à d'autres secteurs d'activité, ce qu'on peut voir, c'est que le secteur de la santé, a priori, s'en est un peu mieux sorti. Mais j'aimerais avoir en fait votre point de vue là-dessus, savoir si justement les entreprises de la santé ont des défis aujourd'hui, quels sont-ils? Et puis peut-être qu'en fait, on a pu voir aussi au cours de ces derniers mois que les solutions de santé, mais liées à la Covid, en fait, ont pris un peu le devant de la scène au détriment d'autres solutions. Comment ça impacte aussi vos écosystèmes? Donc Franck, je vous laisser la parole. D'accord, merci. Ben, oui, c'est certain que le secteur des sciences de la vie, technologie de la santé, n'a pas été impacté autant que d'autres secteurs. C'est une évidence, hein. Nos entreprises ont été considérées d'entrée de jeu comme étant un service essentiel. Donc, elles n'ont pas fermé, même si ça n'a pas été tout rose, évidemment. Je dirais que le premier réflexe a été une grande mobilisation pour répondre aux besoins et essayer de trouver des solutions aux problèmes engendrés par la crise. Donc, une très grande collaboration entre les acteurs, ça a été vraiment incroyable et je trouve que ça a contribué beaucoup au rayonnement de notre secteur auprès de l'ensemble, je dirais, des parties prenantes et notamment au niveau même du grand public. Là, comme je le dis souvent, on n'a jamais vu autant de blouses blanches à la télévision que depuis le début de la crise. Donc, quelque part, ça a mis l'attention sur notre secteur, ce qui était une bonne chose. Au niveau recherche, au niveau compagnie pharmaceutique, bon, ben, c'est évident qu'il y a une course aux vaccins et aux traitements. Hein. On a observé vraiment une accélération des processus de développement de ces molécules ou de ces vaccins. On a observé également des assouplissements en termes de processus réglementaires, ce qui était une bonne chose jusqu'à un certain point. Ce qu'on a observé aussi en termes de côté positif, c'est tout le côté télésanté qui a pris énormément d'ampleur. Plusieurs entreprises québécoises, je pense à React, il y a Alaya Care, Greybox aussi, qui avaient développé des solutions qui étaient parfois difficiles à déployer, se sont tout d'un coup retrouvées avec les portes grandes ouvertes pour déployer leurs solutions et je pense que ça, c'était excellent. Et on espère évidemment que ça va pouvoir continuer par la suite. J'ai mentionné les EPI tout à l'heure, donc les équipements de protection individuelle. On a vu également beaucoup de compagnies se tourner vers la production locale d'EPI. Donc, cette mobilisation-là, ça a été quelque chose de très, très intéressant. Mais bon, évidemment, ce n'est pas rose tout le temps partout. Hein, ça, c'est une évidence là aussi. Il y a des défis qui ont fait surface. Je pense qu'on a même certaines inquiétudes en termes notamment de financement de nos plus jeunes entreprises. Toutes les entreprises qui sont financées par capital de risque sont, peut-être pas toutes, mais une partie sont potentiellement à risque parce qu'il ne se fait pas beaucoup de financement actuellement. On voit que les firmes de capital de risque ont tendance à plutôt investir ou réinvestir dans les compagnies déjà en portefeuille. Donc, les compagnies qui cherchent du nouveau financement ont plus de difficultés en ce moment. Donc, en ce moment, il y a une pression sur leur liquidité finalement. Donc, elles vont faire face éventuellement à des défis à ce niveau-là. Donc, pour nous, ça, c'est un enjeu, je dirais, qui est important à surveiller. On espère que, évidemment, bien vite, les firmes de capital de risque vont pouvoir recommencer à opérer de façon, entre guillemets, normale. Ce qui m'amène à ta troisième question, enfin, au troisième aspect à ta question, les impacts actuels et à venir sur la façon de faire des affaires aussi. Moi, je pense que tant qu'on n'est pas en mesure de reconnecter en face à face ces entreprises et puis ces financeurs d'entreprises, on va avoir de la difficulté à finaliser ce genre de financement-là. Donc, je pense qu'on a besoin d'un vaccin assez plutôt tôt que tard, on va dire, pas juste pour nous, là, mais pour tout le monde. Tu avais, je pense, ta question, c'était sur le COVID-19 versus tout le reste aussi, je pense. Ce qu'on voit
Et j'imagine que ça doit être le cas aussi à Lyon, mais c'est qu'il y a eu un énorme focus sur tout ce qui était en lien avec COVID-19, au détriment évidemment d'autres aspects. Et ça, c'est aussi inquiétant parce que évidemment, le cancer, les maladies respiratoires ou cardiovasculaires ne se sont pas arrêtées pour autant. Donc, oui, commercialisation et même financement d'innovations en lien à ce qui ne sont pas en lien avec COVID-19. Moi, je vois ça comme un enjeu. On a peut-être observé un certain focus trop important, on va dire, sur ces aspects-là. Donc, à suivre, on est vraiment très vigilant par rapport à ça aussi. Merci beaucoup, Franck. Je donnerai maintenant la parole à Gérald, justement, pour nous apporter le point de vue lyonnais. Je crois que le diagnostic, ou en tout cas les éléments de diagnostic et de constat que Franck vient de donner sur le Québec et plus largement sur les pays de l'hémisphère nord sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que ce qu'on voit, et ce sont des informations qui ont été construites avec une enquête que Lyon Biopôle a réalisée auprès de ses membres pendant l'été. On peut voir donc des impacts limités dans la première séquence de la première vague, hein, qui correspondait aussi au fait que les entreprises étaient sur leur lancée de 2019 et leur capacité aussi à générer du chiffre d'affaires, qui globalement sur l'année sera stable, il ne progressera pas. Par contre, comme l'a dit Franck, la question se pose autour de la deuxième vague, en tout cas la vague dans laquelle on est actuellement, puisque les décisions d'un certain nombre d'établissements de santé, si on peut prendre ces éléments-là, sont retardées. Alors, Franck a précisé certains produits de santé. Je pourrais peut-être me focus sur d'autres, par exemple les systèmes d'information, en tout cas les établissements qui sont dans des logiques de transformation de leur système d'information, retardent ces décisions d'investissement. La question aussi du fait que comme Covid a mobilisé l'ensemble des forces et des équipes, ce qu'a dit Franck, c'est-à-dire la prépondérance de la pathologie s'est fait au détriment d'autres pathologies. Du coup, les entreprises qui fabriquaient des dispositifs médicaux, qui fabriquaient des solutions qui étaient en lien avec ces autres pathologies, ont trouvé leur développement, on va dire, retardé. Concernant les levées de fonds, en tout cas, on constate qu'il y a eu un retard d'une certaine façon, même si le digital, dans un premier temps, a été un petit peu à flamber, on va dire, avec les questions autour de la télésanté, comme Franck les a mentionnées. On voit, en tout cas, auprès des experts de Lyon Biopôle, c'est le message que la deuxième vague va être plus compliquée en termes pour permettre le réinvestissement sur leur portefeuille existant. Et donc ça, c'est une source d'inquiétude sur l'année 2021. Et puis après, il y a, puisque le territoire est riche en entreprises autour du vaccin, autour du diagnostic, un effort qui a été très important d'un certain nombre de sociétés, de grosses sociétés comme Sanofi, comme bioMérieux, mais aussi de nombreuses startups qui se sont positionnées comme des sous-traitants, ou en tout cas des gens qui apportent une compétence à un moment donné sur les modèles, les modèles animaux ou les modèles humains pour tester et développer ces solutions. La question qui va se poser, et c'est un petit peu comme ça qu'on a pu échanger avec les experts de la place, c'est bien sûr la course au vaccin, en tout cas mais en tout cas avec un leadership qui a été pris par les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Mais rapidement vont se poser les questions de production, et en l'occurrence, il y a des appels à projets qui ont été faits par la France et l'Europe qui s'appelle appel à projet Capacities pour être en capacité, c'est question de le dire, de produire ces vaccins, puisque le challenge, dans la mesure où les prédictions sont bonnes,
nous amène à nous faire vacciner, ce qui impose d'une part, en effet, la mise à disposition, et certains vaccins d'ailleurs sont assez complexes à manipuler ou à stabiliser. Et le deuxième point important, c'est la question de la délivrance de ces vaccins et l'organisation que ça va mobiliser, mettre en place pour que les citoyens puissent disposer du vaccin en question, puisque c'est pas le tout de le développer, il faut aussi être en capacité de l'administrer. Donc ça, c'est un champ important, avec quasiment la construction d'usines directement pour le produire. Et je sais que sur la métropole, il y a en particulier par des unités de production en fonction des firmes qui seront leaders des développements en cours, ou en tout cas par le passé, pour pouvoir produire ces vaccins. Et puis, mais je le développerai peut-être un petit peu plus tard, juste après, cet enjeu autour du numérique, puisque le numérique, en tout cas en France, on a vu le bon de l'utilisation des solutions numériques qui était un petit peu frileuse jusqu'au début de l'année, du fait de beaucoup de raisons, mais en l'occurrence aussi parce que le pays est moins vaste que le Canada et que globalement la question du digital ne se posait pas tout à fait de la même façon. Donc le numérique est un des enjeux forts de la crise actuelle, en particulier sur plusieurs volets. On a parlé du suivi de la télésanté, mais je pourrais peut-être avancer un peu plus sur ces sujets un petit peu plus tard dans cet échange. Merci beaucoup Gérald. En fait, vous mentionniez la production, notamment, ça fait le lien avec ma prochaine question. Produire, construire des usines au niveau local. Je voudrais parler en fait avec vous, Franck, des chaînes de valeur mondiales. On a pu voir au cours des derniers mois qu'elles ont été fortement impactées, notamment tout ce qui a été approvisionnement, logistique, et qu'aujourd'hui les entreprises finalement essayent de se recentrer peut-être un peu plus localement ou cherchent des partenaires, on va dire peut-être différents de ce qu'elles avaient. Donc j'aimerais savoir si c'est un phénomène que vous avez observé vous aussi au niveau de Montréal et auprès de vos industries. Oui, définitivement. C'est très évident que la question, en fait, la question, elle était là, c'est très complexe, mais elle ne se pose pas nécessairement au niveau des entreprises, elle se pose beaucoup aussi au niveau des gouvernements qui ont cette volonté, puis ça fait le lien avec ce qu'on disait tantôt sur le côté, dans la portion environnement, là. Mais tout le monde se pose des questions sur comment est-ce qu'on peut diminuer notre dépendance québécoise ou canadienne aux importations. Et c'est un enjeu quand même important et vraiment pas simple à résoudre. Produire ici localement des molécules, des médicaments, oui, c'est une bonne idée. Comment est-ce qu'on le fait? Qui va être en mesure de le faire? C'est quoi le modèle d'affaires qu'on doit développer pour que ça puisse être quelque chose qui soit pérenne? On parlait de médicaments stratégiques, ce sont lesquels? Comment est-ce qu'on les choisit finalement? Puis la question aussi spécifiquement sur le médicament, c'est bien beau de faire des médicaments, mais les ingrédients de base qu'on appelle des API, viennent de la Chine et de l'Inde aussi. Donc, est-ce qu'il faut qu'on soit en mesure de produire également localement ces ingrédients-là aussi? Donc, c'est des questions qui se posent en ce moment. Il n'y a pas de réponse facile et évidente à ça. Je sais que c'est une priorité du gouvernement et notamment du ministère de l'Économie d'attaquer cet enjeu-là. Je suis absolument persuadé que c'est un enjeu qui va être abordé, notamment, je mentionnais tout à l'heure, la révision de la stratégie québécoise des sciences de la vie. Donc, je ne serais vraiment pas surpris que ces enjeux-là soient discutés et que des pistes de solutions soient mises de l'avant. Donc, après, au niveau des entreprises, pendant la crise, la principale interrogation, c'était comment est-ce que je peux mettre la main sur des masques, sur des gants, sur des équipements de protection individuels. Ça, c'était la première chose. Ensuite, ça a été, OK, mon fournisseur habituel de réactifs, est-ce qu'il va être en mesure de me fournir ou pas? Ça a beaucoup ralenti la productivité de nos entreprises à cause de ça.
Ce qu'on voit, c'est que les entreprises essayent, elles aussi, de trouver des sources d'approvisionnement plus locales. Mais là encore, au niveau des entreprises, c'est quand même loin d'être évident. On est dans des domaines extrêmement pointus, extrêmement spécialisés. C'est difficile d'imaginer qu'on va avoir cette myriade de fournisseurs ici au Québec et au Canada. Donc, je pense que je reviens sur le point, moi, de Denis tout à l'heure, cette notion de partenariat stratégique avec non pas juste des clients, mais avec des fournisseurs aussi, va devenir absolument primordial. Donc, je pense que l'évolution des chaînes de valeur va se faire dans ce sens-là, ici au Québec et au Canada. Merci beaucoup, Franck. Gérald, en fait, j'aimerais qu'on revienne ensemble en fait, sur le volet du défi numérique. En fait, vous en avez parlé rapidement. C'est vrai que, comme vous le savez, en fait, Montréal se positionne sur l'aspect technologie comme aussi hub en matière d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que ça peut être concrètement des actions, des collaborations qui peuvent être envisagées en fait, entre nos entreprises lyonnaises et montréalaises? Oui, en fait, je reprendrai vraiment l'idée un petit peu fil rouge de ce webinaire, c'est cette mise en place de partenariats et d'entente pour aller à la conquête des marchés, on va dire. Et en effet, je pense que sur la complémentarité, sur la capacité à travailler ensemble en matière de santé, on a déjà énuméré avec Franck beaucoup de secteurs, mais le secteur du numérique est sans doute un des secteurs intéressants et d'avenir, on va dire, qui peut amener des collaborations assez intenses, assez importantes entre nos deux territoires. C'est vrai on a cité les applicatifs de télésanté avec le développement aujourd'hui des objets connectés qui sont un peu le pendant, on va dire, la tentacule, on pourrait dire, de la télémédecine avec le développement d'un certain nombre d'outils, je pense, pour suivre des pathologies chroniques, pour suivre, voire des pathologies qui sont dépendantes du Covid maintenant, enfin, qui sont impactées. Et donc le Covid a des conséquences fortes, en particulier chez les patients atteints d'insuffisance respiratoire. Donc il y a tout un champ, on va dire, du numérique autour du soin, autour de la prise en charge. Et puis, ce qu'on peut voir aussi, si on fait référence aussi aux compétences de Montréal en matière d'intelligence artificielle, de données massives enfin, tout le hub qui est construit autour de Montréal, mais je pense que François Conesa en parlera après moi, il y a des perspectives potentiellement intéressantes. Enfin, en tout cas, on peut estimer qu'il y a encore une marge de progression sur les systèmes épidémiologiques, d'alerte et de prédiction. En lien directement avec la santé publique, puisqu'on a vu quand même la limite aujourd'hui des dispositifs qui sont ceux qui sont utilisés par les gouvernements pour, si ce n'est prédire ou en tout cas décider des stratégies avant la stratégie ultime qu'est le confinement. Et puis l'autre point qui m'apparaît intéressant aussi de travailler, qui fait référence aussi à des compétences qui sont disponibles sur les deux territoires, ce sont les enjeux autour de l'organisation des soins et des flux et de l'ensemble des outils qui vont permettre de gérer au quotidien un hôpital, gérer des lits, gérer des flux, puisque la question des flux est quand même centrale dans l'épidémie actuelle. Et puis, d'une façon plus globale, et peut-être pour synthétiser et terminer sur ce sujet, je pense que ça nous permettrait aussi, et on n'en est pas loin parce que vous êtes très inspirateur sur les sujets de santé, de pouvoir avoir des visions plus systémiques de la santé, moins en silo, puisque la question de l'épidémie nous montre que la prévention est aussi importante que le traitement, je dirais, et aussi de toutes les suites que ça peut constituer. Et en y mettant peut-être, et ça c'est un peu la particularité de notre approche maintenant à iCareLab, les usages, l'implication des utilisateurs au centre de ces enjeux, puisque les spécialistes du sujet en France en tout cas nous expliquent que globalement les citoyens, le rôle du citoyen est majeur
majeur dans la maîtrise actuelle de la pandémie, puisque le citoyen qui ne comprend pas ou qui a une démarche préventive ou des gestes qui ne sont pas compatibles avec cette épidémie met en péril lui-même déjà, mais aussi l'ensemble des concitoyens sur le territoire. Donc je pense que le numérique peut être un axe fort de collaboration entre nos deux territoires. Merci. Juste si tu me permets rebondir, je ne peux pas ne pas rebondir sur ce que Gérald vient de dire parce que ça souligne tellement l'alignement qu'il y a entre nos deux régions. On est absolument sur la même longueur d'onde. Tu parles du numérique, puis il faut savoir qu'ici à Montréal et chez moi Niveau en particulier, cette notion de santé connectée, cette notion d'Internet of Things, d'Internet des objets, de maintien des patients fragiles, des patients vulnérables à domicile, c'est vraiment au cœur de notre vision et de nos axes de développement futur. Donc, ça fait vraiment le lien avec ce que tu viens de mentionner. Et puis, le rôle prépondérant de l'accès aux données et la gestion et l'utilisation et la valorisation de toutes ces données de santé aussi sont des enjeux vraiment cruciaux et on travaille très, très fort là-dessus. Donc, puis le dernier aspect, c'est le patient. Le patient, et je devrais dire même le citoyen, parce qu'on va au-delà de simplement de parler de patients. Ceci dit, tout le monde, on est tous des patients quelque part, hein, mais bref, de mettre le citoyen au centre un peu de tout ce qu'on fait. Et j'adore le concept là, de Hacker Lab où je vois ce qui est écrit derrière toi, là, faire l'idéation, la co-conception de solutions de santé, mais il faut le faire en mettant le patient et le citoyen au milieu de tout ça et au cœur de tout ça. Je pense que c'est vraiment critique et c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc, on va encore avoir de nouvelles occasions de collaborer avec nos amis lyonnais. Merci Franck. Effectivement, je pense que vos points de vue vont dans le même sens et puis on voit les axes concrets de collaboration entre les deux villes et c'est important. Je voulais d'ailleurs mentionner qu'en le 22 novembre 2016, en fait, il y a un MOU qui a été signé entre Montréal International, l'ADERLI, le Centre québécois d'innovation en biotechnologie de la Cité de la Biotech, Montréal In Vivo et le pôle de compétitivité Lyon Biopôle pour justement unir les forces et permettre aux entreprises de se développer sur ces différents marchés. Donc, il existe aujourd'hui des ressources pour aider les entreprises. Donc, merci. C'est le temps maintenant d'avoir notre témoignage. Donc, j'inviterai Monsieur François Conessa, qui est directeur général de Soladis Group, à venir nous dire quelques mots et à nous partager son expérience. Eh bien, bonjour et merci pour votre invitation ce jour. C'est un plaisir de vous partager effectivement l'expérience de Soladis. Donc, je me présente, je suis François Conessa, je suis le directeur général de Soladis. C'est une société que j'ai créée il y a une vingtaine d'années sur le territoire lyonnais. Après avoir fait mes études sur Lyon à l'université de Lyon en mathématiques appliquées. Et j'avais des professeurs de Montréal. Et donc, je ne sais pas si ça m'a donné l'opportunité de creuser un tunnel que j'aspire de mes voeux depuis très, très longtemps entre Lyon et Montréal. Mais en tout cas, il est certain que la relation, elle est tout à fait claire, définie et elle est très prometteuse pour l'avenir. Soladis, c'est une société dont la vocation est de traiter la donnée de santé. Mais la donnée de santé, ne serait-ce qu'en faisant cette phrase, il me faudrait plusieurs heures pour détailler ce qu'il en est. On parle de la recherche, on parle du patient, on parle de tout ce qui va graviter autour finalement de la santé. Et la qualité de la donnée dépend des méthodes d'acquisition, de stockage et des restitutions que l'on va être amené à faire. Et donc, cela dit, ça a développé des approches, des solutions innovantes et des services pour contribuer justement à fédérer de la donnée, la nettoyer, la mettre à disposition, produire un certain nombre de résultats et ensuite les interpréter pour pouvoir derrière asseoir en fait un raisonnement, qu'il soit clinique, médical ou opérationnel pour les acteurs de la santé.
J'ai absolument pas le temps, mais je reprendrai juste en un mot ce que Franck évoquait précédemment. En ce qui concerne le maintien à domicile, c'est un vrai sujet qui nous a énormément préoccupés, pour lequel nous avons eu le soutien de la métropole de Lyon de manière très active et des acteurs en France pour développer une plateforme qui s'appelle Evimeria. Et il y a 2 ans et demi, pratiquement 3 ans en arrière, avec la métropole de Lyon, nous avons participé à un certain nombre de salons professionnels qui nous a permis de rencontrer Montréal International. Et c'était l'expérience que je voulais vous apporter aujourd'hui dans le cadre du tandem, qui est véritablement essentiel, non pas pour avoir une vision que business de la chose, mais véritablement pour mettre en évidence que quand on est ensemble, on est beaucoup plus fort. Et il me paraît vraiment essentiel que la langue française nous unit, effectivement. Les pratiques sont effectivement extrêmement différentes parce que le marché à Montréal est très orienté Nord-Amérique, donc avec des logiques qui sont nord-américaines, mais avec des sous-jacents qui sont tout à fait compatibles avec la vision que nous pouvons avoir ici sur le territoire lyonnais. Et donc, les questions que nous avons à nous poser systématiquement lorsque l'on est dans ces échanges, j'en ai dénombré 5 et je voudrais juste vous apporter mes témoignages sur ces 5 points. Le premier point, c'est que, évidemment, et je crois que Denis l'a redit, il ne faut pas venir en conquérant des territoires parce qu'on a une solution qui serait meilleure qu'une autre, je ne sais pas quoi. Non, il faut être beaucoup plus humble et de se dire que sur le territoire de Montréal, on a une concentration de chercheurs, par exemple en deep learning, qui représente plus de 9000 étudiants. On peut se dire qu'il y a une force de frappe qui est tout à fait significative. Et c'est plutôt de se dire comment, en fait, entre ce que l'on sait faire en termes de solutions, de services, par exemple, de notre côté, de ce que l'on a pu développer, et les idées qui peuvent germer à Montréal, comment est-ce que l'on peut combiner les deux? Alors, eh bien, Montréal International, mais pas que, hein, on a eu énormément d'amis, acteurs locaux de Montréal qui nous ont accompagnés pour définir effectivement qu'est-ce que c'est le marché finalement pour des solutions comme Soladis peut les développer. C'est là où on a découvert avec beaucoup de curiosité et d'intérêt, le CHUM en particulier, Sainte-Justine. Voilà, c'est juste pour en citer quelques acteurs essentiels dans l'écosystème de Montréal, avec lesquels bien, nous continuons d'échanger malgré le Covid, malgré tout ce que vous voulez. C'est toujours un très, très grand plaisir de voir comment on peut développer des solutions, comment on peut les mettre en œuvre. Une fois qu'on a dit ça, à un moment donné, il faut faire des choix, il faut voir comment on peut s'installer. Donc, il y a la question évidemment très rapidement qui se pose des locaux, des ressources, de la gestion administrative et puis le tout de l'argent pour faire fonctionner l'ensemble du système. Eh bien, si les gens qui sont dans ce webinar, qui sont en France, veulent aller effectivement à Montréal, sachez que vous allez avoir un accompagnement qui est complètement complet. Vous allez avoir des acteurs qui deviendront des amis. Ce n'est pas possible de faire autrement. Nécessairement, vous allez avoir une affection qui va apparaître et vous aurez du mal à dire le contraire. Ils vont vous accompagner pour trouver les bons acteurs qui répondent précisément à vos attentes et à la progression en fait de votre projet. Donc vous pouvez démarrer avec juste une idée et puis petit à petit vous allez voir que l'idée déjà elle va énormément bouger parce que à Montréal on ne manque pas d'idées, on ne manque pas d'ambition. C'est normal, ils ont un mont, hein, c'est le Mont-Royal. Alors ça me manque énormément. Je ne peux pas aller courir pour aller voir les feuilles tomber et les petits bourgeons redevenir feuilles, malheureusement avec le confinement. Néanmoins, vous verrez, les acteurs qui vous seront proposés sont systématiquement ad hoc et vous permettront en fait de mener votre projet dans les meilleures conditions. Je pense que ce qui est important, c'est que la réciproque est vraie. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que dans nos échanges que nous avions avec les gens de Montréal, eh bien, ils étaient en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs de Lyon, dont la métropole, bien sûr, Lyon Biopôle, iCare, on l'a vu tout à l'heure. Très concrètement, vous aurez, pour les personnes de Montréal qui veulent venir sur Lyon, vous allez avoir un accueil tout à fait similaire, avec un accompagnement tout à fait similaire, avec des acteurs tout à fait pratiquement des jumeaux, on va dire. Et donc, vous aurez des solutions très concrètes et très pragmatiques qui va vous permettre effectivement de développer vos activités. Voilà en quelques mots le témoignage que je voulais apporter et remercier une fois encore de cette invitation.
Merci beaucoup François. Le temps file et effectivement c'est à la fois inspirant, passionnant en fait de vous entendre. Pour les participants qui nous écoutent et qui ont encore quelques minutes, j'aimerais qu'on prenne le temps de poser quand même une question en fait du public. Alors j'ai une question en fait qui apparaît de Wilfried Owanga. Plusieurs régions souhaitent une certaine autonomie en matière d'approvisionnement. En sciences de la vie, de la terre et de la santé, quels sont les créneaux sous-secteurs qui se prêtent davantage à cette orientation? Alors, je ne sais pas qui de vous souhaiterait y répondre. Ben, écoute, je peux y aller, Céline. Merci, Franck. De notre côté, c'est tout ce qui est production d'équipements de protection individuelle, parce que je dirais que c'est ce qu'il y a, entre guillemets, de plus facile à faire. Mais il y a ça devient un marché qui est très, très encombré, on va dire. Il va y avoir de plus en plus de joueurs parce qu'on a vu énormément d'entreprises hors secteur de la santé se tourner vers, qui étaient fermées et qui sont mis à produire du gel ou des choses comme ça. Donc, il y a une période de stabilisation là, qui va apparaître, je pense, par rapport à tous ces fournisseurs-là. Le reste est pas mal plus compliqué, mais moi, tout ce qui est diagnostic va être, à mon avis, extrêmement important. Donc, ça serait sans doute le cheval de bataille sur lequel j'irai en premier. Merci, Franck. Est-ce que Gérald, vous avez quelque chose à ajouter pour le point de vue lyonnais? Ce serait bien à l'enjeu autour du diagnostic. On le voit quasiment en temps réel parce qu'on est contacté pour la crise Covid, en fait, hein, sur la question des diagnostics et des tests rapides. Et je dirais même le diagnostic, et je ne veux pas en faire une focalisation permanente, mais la question du diagnostic est une chose, la question aussi de l'intégration du diagnostic dans la chaîne de prise en charge. Avec la dimension digitale, puisqu'on voit bien qu'une fois que les gens sont diagnostiqués, il faut aussi gérer, on va dire, l'après. Mais le diagnostic me paraît un élément clé. Sur les questions des médicaments, ce n'est pas mon domaine, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet-là, mais on voit que c'est très compliqué quand même. Et puis, en effet, les équipements de protection individuelle, avec les aspects conjoncturels et la possibilité derrière de rebondir. En tout cas, ce qu'on a vu sur le territoire, c'est certains fabricants de textiles médicaux qui se sont reconvertis, en tout cas, qui ont ouvert des chaînes sur les masques, par exemple, ou les équipements de production. C'est sans doute une stratégie peut-être plus intéressante que véritablement de dédier l'ensemble de sa production pour ceux qui n'étaient pas monoproduits sur ces sujets. Merci à vous. Donc malheureusement, en fait, on va devoir conclure cet événement. Donc pour ceux qui ont posé des questions dans le Q&A et auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, je vous inviterai à nous transmettre vos coordonnées pour qu'on puisse faire le suivi. Donc j'aimerais remercier nos conférenciers chaleureusement pour le partage, pour les défis que vous nous avez donnés, pour les opportunités aussi. On voit qu'il y a vraiment des liens très très forts entre Lyon et Montréal, et c'est certain que les entreprises en fait ont tous les cas le contexte, l'écosystème en fait qui va pouvoir les aider à collaborer davantage ensemble. Je remercie aussi l'ensemble des participants d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle aussi qu'Affaires en tandem, c'est également des rencontres d'affaires B2B. Donc, pour ceux qui sont intéressés en fait, par cette option, on a toujours la possibilité en fait, de vous accompagner là-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Également, vous allez recevoir en fait, en quittant un sondage. Donc, je vous remercie par avance de prendre quelques minutes en fait, pour nous donner votre feedback à ce niveau-là. Et puis, à nouveau, je remercie nos partenaires, la Ville de Montréal, la Métropole de Lyon, ainsi que Développement économique Canada, pour les régions du Québec, pour leur support. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je vous donne rendez-vous en fait, pour les prochains événements Affaires en tandem. Merci et bonne journée à tous. Au revoir.